Dans le petit village de Valmont-sur-Orne, niché au cœur de la Normandie, la vie s'écoulait paisiblement, comme les eaux calmes du canal qui serpentaient entre les vergers et les champs de colza. Chaque matin, le carillon de l'église Saint-Martin égrenait les heures, un son familier qui se mêlait au chant du coq et au bruit lointain d'un tracteur. Les maisons en pierre, aux toits d'ardoise couverts de mousse, semblaient dormir le long de la rue principale. Ici, tout le monde se connaissait. On s'échangeait un bonjour par-dessus la haie, on partageait un café au relais des pêcheurs, le seul bar du village, et on s'entraidait sans même avoir à le demander. Personne n'aurait pu imaginer que l'après-midi du 12 mai 2023, cette tranquillité séculaire serait anéantie par un cri qui glacerait le sang de chaque habitant. Ce jour-là, le soleil de printemps avait été généreux, baignant le paysage d'une lumière douce. Mais en fin d'après-midi, le ciel commença à se voiler, et une brise fraîche, chargée de l'odeur de la terre humide et des pommiers en fleurs, se leva. Amélie Dubois, une jeune mère de famille travaillant à l'atelier de confection du bourg voisin, rentrait chez elle après une longue journée passée devant sa machine à coudre. D'habitude, en traversant la place du village, elle adressait un sourire chaleureux à ses voisins assis sur les bancs. Elle était connue pour sa nature discrète, une femme de peu de mots, mais dont la présence dégageait une aura de calme. Amélie pressait le pas, le cœur léger à l'idée de retrouver ses deux trésors, Léo, l'aîné de 8 ans, passionné de football, et Hugo, le benjamin de 5 ans, qui passait ses journées à dessiner. Il y a quelques jours à peine, Hugo avait réalisé un petit chef-d'œuvre sur une feuille de papier, un dessin naïf de leur famille souriant sous le grand chêne du jardin. Amélie l'avait fièrement accroché au réfrigérateur avec un aimant. Elle le regardait chaque matin avant de partir, y puisant la force pour affronter la journée. Mais cet après-midi-là, ses pas se figèrent alors qu'elle empruntait le chemin de halage qui longeait le canal, derrière leur maison. Son regard fut attiré par quelque chose qui flottait à la surface de l'eau verdâtre. Au début, elle crut à un sac en plastique, un déchet emporté par le courant lent. Mais lorsque la lumière déclinante frappa l'objet, son cœur cessa de battre. Ses mains se mirent à trembler. Ses lèvres murmurèrent les prénoms de ses fils. Puis un cri, un hurlement de pure terreur, déchira le silence du village, faisant s'envoler une nuée d'étourneaux des branches des peupliers. Les voisins, alertés, sortirent de chez eux en courant. Des femmes abandonnèrent leur cuisine, des hommes qui discutaient au café se précipitèrent. Ils pensaient à un animal tombé à l'eau, à un accident banal. Mais en s'approchant, leurs visages devinrent blêmes. Ce qui flottait dans l'eau peu profonde, c'étaient les petits corps de Léo et Hugo. Amélie poussa un second cri, plus terrible encore, avant que ses jambes ne se dérobent sous elle et qu'elle ne s'effondre, inconsciente. Les larmes et les exclamations d'horreur fusèrent. Quelques hommes, sans hésiter, descendirent dans l'eau froide pour ramener les corps des 2 enfants sur la berge. On les déposa délicatement sur une bâche qu'un agriculteur avait étendue. Gérard Lambert, le maire du village, un homme aux cheveux blancs et au visage buriné par les années, se frotta les yeux, murmurant une prière. D'une voix brisée, il confia n'avoir jamais été témoin d'une telle tragédie de toute sa vie. Julien Dubois, le mari d'Amélie, était au volant de sa fourgonnette de livraison sur la départementale. Un voisin le rattrapa en voiture, klaxonnant frénétiquement pour lui annoncer l'innommable. Le visage décomposé par la panique, Julien abandonna son véhicule sur le bas-côté et courut comme jamais il n'avait couru. En arrivant, il vit la foule, les pleurs, et au milieu, les corps inertes de ses 2 fils. Il tomba à genoux, les serrant contre lui dans une étreinte désespérée, ses sanglots déchirants arrachant des larmes à tous les témoins. Peu de temps après, les gendarmes de la brigade locale arrivèrent, suivis par une équipe du SAMU. Ils installèrent rapidement un périmètre de sécurité avec du ruban jaune et noir, demandant à la foule de s'éloigner. Le ciel du soir se teignait d'oranger, mais la scène n'avait rien de beau, elle était funeste. Les fanions du périmètre de sécurité dansaient dans le vent, marquant ce lieu paisible comme la scène d'un drame insoutenable. Les enquêteurs travaillaient avec méthode. Ils prenaient des photos, notaient des observations, examinaient les corps des enfants. Chose étrange, aucune blessure, aucune égratignure, aucune ecchymose n'était visible. Leurs vêtements étaient intacts, sans aucun signe de lutte. Des chuchotements inquiets commencèrent à circuler parmi les villageois. L'eau du canal était peu profonde, arrivant à peine à la taille d'un adulte. Il était impossible que 2 enfants s'y noient si facilement, sans un cri, sans un appel à l'aide. Sur le perron de la maison, Martine, la mère de Julien et grand-mère des garçons, hurlait sa douleur. Son corps était secoué de tremblements, ses mains griffaient sa poitrine. Elle expliqua qu'elle s'était juste absentée un instant au potager, derrière la maison, pour cueillir quelques légumes. À son retour, ses petits-fils avaient disparu.
Elle avait pensé qu'ils étaient partis jouer chez un copain, jamais elle n'aurait imaginé une telle fin. Les villageois la regardaient avec compassion. Chacun savait à quel point Martine aimait ses petits-enfants. On la voyait souvent leur apporter des viennoiseries de la boulangerie, ou les endormir en leur chantant de vieilles berceuses. Pourtant, derrière ses larmes, une question angoissante flottait dans l'air. Comment 2 enfants avaient-ils pu mourir en même temps sans que personne n'entende rien? Était-ce vraiment un accident, ou y avait-il quelque chose de plus sombre, de plus terrible? Les gendarmes notaient chaque détail, de l'heure à laquelle les enfants avaient été vus pour la dernière fois à l'identité de chaque personne présente aux alentours. Cette nuit-là, Valmont-sur-Orne sombra dans le deuil. Dans la petite église, une veillée de prière fut organisée. Les chants religieux s'élevaient dans l'air frais du soir, mais malgré les prières, les cœurs restaient lourds de questions. Sous la faible lueur des lampadaires, les visages étaient graves, les regards perdus tournés vers la maison de la famille Dubois. Personne ne savait encore que cette soirée tragique n'était que le prélude d'une longue histoire. Une histoire d'amour familial brisé, de rancœur dissimulée, et une tragédie qui allait ouvrir une plaie profonde dans l'âme du village tout entier. Lorsque le cri d'Amélie avait retenti, le village s'était figé. Les mères de famille qui étendaient leur linge l'avaient laissé choir dans leur panier. Un agriculteur, revenant des champs avec sa casquette encore sur la tête, s'était mis à courir, le souffle court. Tous pensaient à un accident, peut-être une voiture dans le canal ou un animal en détresse. Mais leurs pas ralentirent puis s'arrêtèrent net quand ils virent ce qui flottait. Un silence de mort s'abattit, le vent lui-même sembla retenir son souffle. Ce qu'ils avaient pris pour des déchets était la forme trop humaine de Léo et Hugo. Leurs petits corps dérivaient lentement, au milieu des lentilles d'eau et des feuilles mortes. Leurs visages étaient d'une pâleur cireuse, leurs yeux clos comme s'ils dormaient d'un sommeil profond. Mais leur poitrine ne se soulevait plus. Une femme porta la main à sa bouche pour étouffer un sanglot. Ses larmes se mirent à couler sans bruit. Plusieurs hommes descendirent dans le canal pour remonter les enfants. On les déposa sur une bâche publicitaire qu'un voisin avait attrapée en urgence dans son garage. La foule restait silencieuse, paralysée. Certains pleuraient, d'autres priaient, d'autres encore fixaient la scène d'un regard vide, incapables de croire à l'horreur qui se déroulait sous leurs yeux. Monsieur Lambert, le maire, se tenait là, appuyé sur sa canne. Sa voix tremblait lorsqu'il murmura que c'était le jour le plus sombre qu'il ait jamais connu. Il tourna son regard vers les champs, tentant de contenir son émotion, mais une larme roula sur sa joue ridée. Quelques enfants, qui jouaient habituellement près du canal, s'étaient approchés. Leurs parents les tirèrent en arrière, leur cachant les yeux. Un père chuchota à son fils de ne pas regarder, pour ne pas qu'il soit traumatisé. Mais dans leurs yeux innocents, l'incompréhension demeurait. Ils ne comprenaient pas pourquoi leurs 2 camarades de jeu gisaient là, immobiles. C'est alors que Julien Dubois arriva en courant. Le souffle court, le visage couvert de sueur et de poussière. En voyant ses fils, il s'effondra, les serrant contre lui. Ses sanglots éclatèrent, le cri d'un père qui a tout perdu, un son qui semblait déchirer le ciel. Personne ne put retenir ses larmes. Des hommes robustes, des agriculteurs aux mains calleuses, se détournèrent, le visage caché dans leurs mains. Monsieur Lambert s'approcha, tenta de consoler Julien, lui posant une main sur l'épaule et murmurant des mots d'apaisement. Mais Julien secouait la tête, répétant inlassablement les prénoms de ses enfants. Amélie, qui avait repris connaissance, restait faible. Elle attrapa les mains de ses fils, ses lèvres tremblantes récitant une prière. Un jeune du village eut le réflexe d'appeler la gendarmerie. En peu de temps, les forces de l'ordre arrivèrent. Ils organisèrent la foule, établirent un périmètre. L'atmosphère devint encore plus tendue. Tandis que les techniciens en identification criminelle examinaient les corps, les villageois se regroupèrent derrière le ruban jaune. Les chuchotements reprirent. Certains évoquaient une glissade, un jeu qui aurait mal tourné. D'autres trouvaient étrange que l'eau soit si peu profonde pour causer une double noyade. Le doute commençait à s'installer, encore diffus mais présent. Martine, la grand-mère, qui était restée près de la maison, se mit à crier les noms de ses petits-fils. Elle pleurait à fendre l'âme, son corps menaçant de s'effondrer. Des voisins la soutinrent. Elle répétait qu'elle ne s'était absentée qu'un court instant pour aller au potager. Les gens l'écoutaient, le cœur serré. Ils connaissaient tous son affection pour les garçons. Mais ce soir-là, la pitié se mêlait à une interrogation lancinante. Comment 2 enfants avaient-ils pu mourir en même temps sans que personne n'entende rien? Pourquoi leurs corps ont-ils été retrouvés dans un canal où l'eau n'atteignait même pas la taille? Et pourquoi leurs visages étaient-ils si paisibles, sans la moindre trace de lutte? Monsieur Lambert tenta de calmer les esprits.
Il déclara qu'il fallait laisser les gendarmes faire leur travail et ne pas tirer de conclusions hâtives. Mais derrière ces paroles, il sentait lui-même un profond malaise. Alors que le soleil disparaissait, le ciel prit des teintes pourpres. Les ombres s'allongèrent sur les champs. Le village, d'habitude animé par les rires des enfants, était plongé dans un silence de mort. Chacun rentra chez soi, le cœur lourd, laissant derrière eux le ruban de la gendarmerie flottant au bord du canal. La nuit tomba, mais personne ne dormit vraiment. Les prières de l'église se mêlaient aux sanglots qui provenaient toujours de la maison des Dubois. Les lumières des maisons, faibles et tremblotantes, éclairaient des visages sombres, hantés par la scène de l'après-midi. La tragédie n'était pas terminée. Elle n'était que le début d'un mystère qui allait ébranler la conscience de chacun, et soulever le voile sur une histoire de famille, de rancœur et d'amour déchiré. Lorsqu'elle reprit connaissance, les sanglots d'Amélie étaient à peine audibles. Épuisée, le visage blême, les yeux rougis et gonflés, elle saisit la petite main d'Hugo, la serrant fort comme pour y retrouver une chaleur qui n'existait plus. La main était froide, sans vie. Ses lèvres murmuraient des prières, mais sa voix se brisait en sanglots. Julien restait à genoux sur la terre humide, tenant Léo dans ses bras. Il caressait les cheveux de son fils, répétant sans cesse qu'il n'avait pas su le protéger. Ses pleurs étaient ceux d'un homme brisé, un spectacle qui fendait le cœur de tous les présents. Devant la maison, les villageois formaient un cercle silencieux. Des mères serraient leurs propres enfants contre elles, chuchotant qu'elles ne pouvaient imaginer une telle douleur. Un vieil homme secouait la tête, disant que ce malheur était trop lourd pour une si simple famille. La nuit avançait, mais la maison des Dubois ne désemplissait pas. De l'église parvenaient les échos d'une veillée de prière. Les jeunes du village installaient des chaises dans le jardin, tandis que les femmes préparaient du café et du thé pour les visiteurs venus présenter leurs condoléances. Les enfants étaient gardés à l'intérieur, leurs parents les couvant du regard, une peur nouvelle s'étant immiscée dans chaque foyer. Monsieur Lambert était assis sur une chaise en paille près de la porte. Il observait la famille dévastée, les yeux humides. D'une voix rauque, il confia que cette tragédie n'était pas seulement le deuil d'une famille, mais celui de tout le village. Il rappela à tous qu'il fallait rester unis, car une blessure si profonde ne pouvait être supportée seule. Martine était assise dans un coin de la pièce, le visage inondé de larmes. Elle se frappait la poitrine, se maudissant d'avoir laissé ses petits-fils seuls, ne serait-ce qu'un instant. Des voisines tentaient de la calmer, mais ses lamentations ne cessaient pas, emplissant la pièce d'un désespoir assourdissant. Au milieu de ce chaos de douleur, une voisine apporta les derniers vêtements portés par Léo et Hugo, soigneusement pliés, et les déposa près des corps. Amélie les regarda, sa main tremblante effleurant le tissu. Elle se souvint du matin même, quand elle avait ajusté le col de la chemise de Léo, lui recommandant de bien s'amuser. Ce souvenir était devenu un poignard dans son cœur. Plusieurs femmes présentes ne purent retenir leurs larmes, murmurant que les enfants devraient grandir avec des rires, pas finir dans un linceul blanc. Pendant ce temps, les gendarmes continuaient leur travail près du canal. Ils avaient installé des projecteurs, prenaient des notes, et empêchaient quiconque de s'approcher. Mais eux aussi étaient émus par la détresse de la famille. Un jeune gendarme baissa la tête, avouant à voix basse que c'était l'affaire la plus difficile qu'il ait eu à traiter. Vers minuit, les corps des 2 enfants furent transportés à la maison pour la toilette mortuaire. Les larmes redoublèrent d'intensité. L'atmosphère devint insoutenable. Amélie faillit s'évanouir à nouveau, mais Julien la serra contre lui, tentant de lui donner une force qu'il n'avait plus lui-même. Tout Valmont-sur-Orne semblait porter le deuil. Aucune lumière ne s'éteignit cette nuit-là. Les gens restaient assis dans leur salon, parlant à voix basse de la tragédie. Ils n'avaient pas seulement perdu 2 enfants du village, ils avaient perdu leur sentiment de sécurité. Si des enfants si jeunes pouvaient mourir subitement dans un canal si peu profond, qui pouvait garantir la sécurité des autres. Le lendemain matin, le soleil se leva, pâle et hésitant. L'air était froid malgré la saison. Les villageois affluèrent, apportant des fleurs et des prières. Les corps de Léo et Hugo reposaient côte à côte, recouverts d'un drap blanc immaculé. Leurs visages semblaient apaisés, comme endormis pour un long voyage. Amélie était assise à leur côté, les yeux gonflés, sa main ne cessant de les caresser. Monsieur Lambert s'adressa à la foule. D'une voix lourde, il déclara que ce drame devait nous rappeler la fragilité de la vie. Il invita chacun à se soutenir mutuellement, car seule la solidarité pouvait apaiser une telle douleur. Mais derrière les prières et les larmes, des murmures commençaient à naître. Certains s'étonnaient du silence qui avait entouré le drame. Comment 2 enfants avaient-ils pu se noyer sans un cri? Cette question flottait dans l'air, alourdissant un deuil déjà insupportable. Cette tragédie ne faisait pas que déchirer le cœur de la famille Dubois,
elle plongeait tout le village dans une ombre de tristesse. Et sans qu'ils s'en rendent compte, ce qui venait de se passer n'était que la porte d'entrée vers un mystère bien plus sombre. Le matin suivant, le ruban jaune de la gendarmerie barrait toujours l'accès au chemin de halage. La rosée perlait sur les feuilles, mais l'air était lourd. Quelques habitants se tenaient à distance, le visage anxieux. Les rires d'enfants qui animaient habituellement le village avaient disparu. Valmont-sur-Orne était devenu un village de deuil. Des renforts de la gendarmerie d'Argentan arrivèrent. Ils apportaient du matériel, des appareils photos, des carnets. Chacun de leurs gestes était mesuré, professionnel. Les villageois observaient de loin. Une femme confia à sa voisine qu'elle ne pouvait plus regarder le canal. Chaque fois, elle revoyait les visages de Léo et Hugo flottants, sans vie. Les techniciens en identification criminelle photographiaient la scène sous tous les angles. L'un d'eux examinait la terre sur la berge, un autre prélevait des échantillons d'eau. Un capitaine expérimenté supervisait les opérations, le visage grave. Il donnait ses instructions d'un geste de la main, insistant pour que chaque détail soit vérifié. Les corps de Léo et Hugo, après la toilette mortuaire, furent emmenés pour un examen par un médecin légiste. L'équipe médicale procéda avec un profond respect. Ils soulevèrent délicatement les draps, examinant les petits corps avec une attention méticuleuse. Les villageois détournèrent le regard, incapables de soutenir la scène. Amélie, près de la porte, pleurait en silence, soutenue par des voisines. Julien se tenait droit, le visage figé, les yeux rouges. Il s'efforçait de rester fort pour sa femme. Quelques heures plus tard, les premiers résultats de l'examen furent communiqués. Aucun signe de violence. La peau des enfants était intacte. Pas d'ecchymose, pas de blessure. Leurs vêtements n'étaient pas déchirés. Leur visage était serein, comme s'ils dormaient. Cette annonce plongea les habitants dans la confusion. S'ils ne s'étaient pas noyés, de quoi étaient-ils morts? L'eau du canal n'était pas assez profonde pour emporter 2 enfants en même temps. Et surtout, personne n'avait entendu le moindre appel à l'aide. Monsieur Lambert caressa sa barbe blanche, secouant la tête. D'une voix grave, il dit que quelque chose n'allait pas. Il se souvenait avoir joué dans ce même canal dans son enfance, il n'avait jamais été dangereux. Les villageois qui l'entendaient acquiesçaient, mais personne n'osait spéculer. Un jeune gendarme recueillait les témoignages. Il demanda qui avait vu Léo et Hugo pour la dernière fois. Plusieurs voisins déclarèrent les avoir vus jouer dans leur jardin vers 15 heures. Après, plus personne. Chaque information était consignée, devenant une pièce d'un puzzle macabre. Dans la maison des Dubois, le deuil continuait. Les prières résonnaient, les visiteurs se succédaient. Mais derrière les larmes, les murmures s'intensifiaient. Certains pensaient qu'un étranger s'était introduit dans le village. D'autres, plus discrets, commençaient à ressentir un malaise concernant la famille elle-même. Amélie était assise, faible, près des draps blancs qui avaient recouvert ses fils. Son regard était vide, comme si son âme était partie avec eux. Julien se tenait derrière elle, soupirant lourdement. Il entendait les chuchotements, mais n'avait pas la force de réagir. Les investigations se poursuivirent jusqu'au soir. Les gendarmes relevèrent des empreintes de pas près du canal, examinèrent les feuilles flottantes, inspectèrent la clôture en bois proche des lieux. Mais les résultats préliminaires restaient les mêmes. Pas de lutte, pas de violence. Tout était trop calme, trop silencieux pour une telle tragédie. Alors que le crépuscule tombait, un gendarme referma son carnet et dit à son collègue que ce mystère ne faisait que commencer. Il sentait que quelque chose était dissimulé, quelque chose d'invisible à la surface. Les villageois rentrèrent chez eux, le cœur lourd. Cette nuit-là, les enfants furent serrés plus fort dans les bras de leurs parents. Valmont-sur-Orne, d'habitude si paisible, était désormais plongé dans la peur et le deuil. Et derrière tout cela, la question demeurait. S'il ne s'agissait pas d'un accident, que s'était-il réellement passé pour Léo et Hugo? Le 2e jour après la tragédie, Valmont-sur-Orne était toujours enveloppé d'un voile de tristesse. L'odeur de l'encens des prières flottait dans l'air. Les gens continuaient d'affluer pour soutenir la famille Dubois. Mais derrière les condoléances et les prières, des conversations à voix basse, empreintes de doute, commençaient à se faire entendre. Les gendarmes, basés au bord du canal, formulèrent une première hypothèse. Certains pensaient que Léo et Hugo étaient morts par noyade. Une hypothèse qui semblait plausible au départ. Les enfants jouent souvent près de l'eau. Peut-être avaient-ils glissé ensemble et n'avaient pas pu se secourir. Cependant, lorsque cette nouvelle fut communiquée, les villageois furent encore plus perplexes. L'eau du canal était peu profonde.
Un enfant de l'âge de Léo aurait dû pouvoir se relever. Si l'un était tombé, l'autre aurait pu crier à l'aide. Mais cet après-midi-là, un silence de mort avait régné. C'était ce silence qui donnait des frissons à tout le monde. Monsieur Lambert, assis au café, caressait sa barbe. Il raconta à quelques hommes que, depuis son enfance, il n'avait jamais entendu parler d'un enfant qui se serait noyé dans ce canal. Les autres hochèrent la tête en signe d'approbation. Une femme ajouta qu'elle étendait son linge non loin de là cet après-midi-là et qu'elle n'avait entendu aucun cri. Ces paroles ne firent qu'accentuer l'étrangeté de la situation. Julien Dubois, en apprenant l'hypothèse de la noyade, secoua la tête, les yeux rougis. Léo savait nager, dit-il. Hugo était plus petit, mais il était toujours avec son frère. Julien était convaincu qu'il ne pouvait pas s'être noyé si simplement. Sa voix se brisa lorsqu'il ajouta que quelque chose n'allait pas dans cette histoire. Amélie restait assise dans un coin de la maison. Elle ne parlait pas beaucoup, se contentant de fixer la photo de famille accrochée au mur. Au fond d'elle, elle sentait qu'un mystère entourait la mort de ses enfants. Mais elle n'avait pas la force de l'exprimer. Ses larmes s'étaient taries, laissant place à un regard vide et douloureux. Les gendarmes ne relâchèrent pas leurs efforts. Ils retournèrent sur les lieux en plein jour, mesurèrent la profondeur de l'eau, étudièrent le courant. L'un d'eux entra même dans le canal pour montrer à quel point il était peu profond. Les villageois qui assistaient à la scène étaient de plus en plus convaincus qu'il ne s'agissait pas d'un simple accident. Les murmures s'intensifièrent. Certains suggéraient qu'un étranger était peut-être venu. D'autres osaient à peine chuchoter que le problème venait peut-être de la famille elle-même. Mais personne n'osait le dire à voix haute, par respect pour le deuil. Au milieu de cette atmosphère tendue, Monsieur Lambert tenta d'apaiser les esprits. Après la prière du soir à l'église, il s'adressa aux habitants, leur demandant de ne pas porter d'accusations hâtives. Ses paroles étaient douces mais fermes. Il rappela que les gendarmes faisaient leur travail et que le devoir des villageois était de rester unis. Pourtant, lui-même ressentait une inquiétude qu'il ne pouvait ignorer. Cette nuit-là, Julien resta longtemps assis sur le perron. Le vent nocturne apportait le chant des grillons et l'odeur de la terre. Il regardait le canal au loin, se souvenant des rires de ses enfants qui jouaient là. Il se jura de découvrir la vérité, même si cela signifiait rouvrir des plaies encore plus profondes. Chez les voisins, les chuchotements continuaient. Des femmes disaient que les visages des enfants étaient trop calmes pour des victimes de noyade. Un homme ajouta que les personnes qui se noient paniquent, qu'il y a des égratignures sur leur corps ou de la boue dans leur bouche. Mais les corps de Léo et Hugo étaient propres, sans aucun signe de lutte. Plus les gens parlaient, plus le doute grandissait. L'hypothèse de la noyade, initialement plausible, était maintenant remise en question. Les gendarmes ne pouvaient l'ignorer. Ils notaient chaque incohérence, réalisant que ce mystère était bien plus complexe qu'il n'y paraissait. La nuit avançait, mais les lumières de la maison des Dubois restaient allumées. Les villageois continuaient de veiller, assis sur des chaises dans le jardin, récitant des prières. Sur leurs visages se lisait une profonde tristesse et une interrogation sans réponse. Et derrière toutes ces prières, une prise de conscience commençait à germer. Cette tragédie n'était pas un simple accident, mais la porte vers un secret bien plus sombre. Un secret qui mettrait à l'épreuve la patience, la solidarité et la justice à Valmont-sur-Orne. Après les premières constatations, les gendarmes commencèrent à interroger les membres de la famille pour établir une chronologie précise des dernières heures de Léo et Hugo. Tout le village attendait, le cœur battant, désireux de comprendre ce qui se passait réellement derrière les murs de la maison des Dubois. Cet après-midi-là, Julien et Amélie étaient assis dans leur modeste salon. Leurs visages étaient tirés, leurs yeux gonflés par les larmes. Un enquêteur prenait des notes, leur laissant le temps de reprendre leur souffle lorsqu'Amélie était submergée par l'émotion. D'une voix faible, elle raconta qu'elle avait vu ses enfants jouer dans le jardin avant de partir travailler. Elle les avait confiés à Martine, sa belle-mère. Julien ajouta qu'avant de prendre sa fourgonnette, il avait caressé la tête de ses fils, leur recommandant d'écouter leur grand-mère. Il n'aurait jamais imaginé que ce seraient ses dernières paroles pour eux. Sa voix était rauque. Lorsqu'on leur demanda si un étranger était venu ce jour-là, ils répondirent par la négative. Aucun visiteur, rien d'inhabituel. Amélie fondit à nouveau en larmes, disant qu'elle entendait encore les rires de ses enfants lorsqu'elle était partie. Un rire qui n'existait plus que dans sa mémoire. Après avoir entendu les parents, ce fut au tour de Martine d'être interrogée. La vieille femme s'avança, le corps tremblant. Ses cheveux blancs étaient attachés simplement. Ses yeux étaient rougis. Elle s'assit, les mains jointes. Sa voix était enrouée lorsqu'elle commença à parler. Elle raconta que vers 15 heures, elle voyait encore Léo et Hugo jouer.
Puis elle était allée au potager cueillir des légumes. Elle affirma n'être partie qu'un court instant, peut-être 20 minutes. À son retour, ses petits-fils n'étaient plus là. Elle avait pensé qu'ils étaient allés jouer chez un ami, alors elle avait continué à préparer le dîner. Ce n'est qu'en entendant les cris près du canal qu'elle était sortie et avait découvert l'horrible réalité. Son témoignage semblait cohérent. Elle pleurait abondamment en le racontant, et les villageois qui l'entendaient étaient émus. Ils la connaissaient comme une grand-mère aimante, qui emmenait souvent ses petits-fils à l'église pour le catéchisme. La voir ainsi, dévastée, touchait tout le monde. Mais l'enquêteur ne s'arrêta pas là. Il posa des questions précises. Quels légumes avait-elle cueillis, combien de temps exactement était-elle restée au potager, qu'il avait vu à ce moment-là? Martine répondit de son mieux, ses paroles entrecoupées de sanglots. Bien que ses réponses semblaient plausibles, l'enquêteur les nota avec soin. Julien, qui entendait le témoignage de sa mère, baissa la tête. Son cœur était déchiré entre le respect pour sa mère et un doute naissant. Il n'aurait jamais imaginé que sa propre mère puisse être impliquée dans un interrogatoire si grave. Amélie, elle, gardait les yeux baissés. Elle n'osait pas regarder sa belle-mère. Leur relation n'avait pas toujours été facile, mais dans une telle épreuve, elle ne voulait pas ajouter de l'huile sur le feu. Elle espérait seulement que la vérité éclate rapidement. Après l'interrogatoire, les enquêteurs sortirent pour discuter. Les villageois qui attendaient se mirent à chuchoter. Certains trouvaient le témoignage de Martine tout à fait crédible. D'autres pensaient que des détails restaient cachés. Mais personne n'osait l'exprimer à voix haute. Cette nuit-là, la maison des Dubois fut à nouveau remplie de prières. Mais derrière les champs, chacun se posait la même question. Comment 2 enfants avaient-ils pu disparaître en si peu de temps? S'étaient-ils vraiment noyés par accident, ou y avait-il quelque chose de non dit derrière les larmes de cette famille? Monsieur Lambert, debout à l'extérieur, regardait le ruban jaune qui flottait toujours près du canal. D'une voix basse, il confia à un autre ancien que ce mystère s'épaississait. Il sentait que la vérité se cachait encore derrière un rideau de chagrin. Lorsque le témoignage de Martine se répandit dans le village, beaucoup se sentirent soulagés. La vieille femme avait raconté en détail comment elle avait laissé ses petits-fils un court instant pour aller au potager. Elle pleurait à chaudes larmes, se reprochant de ne pas les avoir surveillés plus attentivement. Les villageois étaient émus. Ils la connaissaient comme une grand-mère pleine d'amour. Presque tous les après-midi, on la voyait se promener avec Léo et Hugo. Elle leur achetait souvent des friandises à la boulangerie, et parfois même pour les enfants des voisins. Il était donc difficile pour quiconque d'imaginer qu'elle puisse être impliquée dans quelque chose de mal. Une femme raconta qu'elle avait souvent vu Martine assise sur son perron, berçant le petit Hugo. Elle disait que la vieille femme souriait toujours tendrement, chantant de vieilles chansons tout en caressant la tête de son petit-fils. Cette histoire renforça la conviction de beaucoup qu'elle était innocente. Les gendarmes qui avaient entendu son témoignage ne la soupçonnèrent pas davantage pour le moment. Ils avaient noté tous les détails, mais le ton de sa voix, plein de douleur, les avait convaincus qu'elle était sincère. Un jeune gendarme dit même à son collègue qu'un visage si baigné de larmes ne pouvait cacher de mauvaises intentions. Julien, assis dans un coin, baissa la tête. Bien que son cœur soit encore lourd de chagrin, il se sentit soulagé en entendant le témoignage de sa mère. Il ne pouvait imaginer que la femme qu'il avait mis au monde soit accusée d'une chose pareille. Il s'efforçait de croire que tout cela n'était qu'un terrible accident. Amélie aussi resta silencieuse. Ses relations avec sa belle-mère étaient souvent tendues, mais elle ne voulait pas l'accuser. Pour l'instant, le plus important pour elle était de prier pour ses enfants et de trouver un peu de paix au milieu de la tempête. Elle espérait seulement que les gendarmes trouvent des réponses sans ajouter de nouvelles blessures à la famille. Monsieur Lambert, qui avait également entendu le témoignage, hocha lentement la tête. Il dit à quelques villageois que parfois, les malheurs arrivent sans explication. Nous devons apprendre à accepter, même si c'est difficile, dit-il. Ces paroles firent pleurer plusieurs personnes. Ce soir-là, à l'église, une nouvelle veillée de prière eut lieu. Martine était à genoux, le visage encore humide de larmes. Elle priait d'une voix rauque, s'interrompant parfois à cause des sanglots. Les villageois qui la voyaient étaient de plus en plus convaincus que cette vieille femme n'était qu'une victime du destin, pas la cause du drame. Les enfants du village, habituellement si bruyants, étaient silencieux. Ils écoutaient leurs parents parler à voix basse de l'événement. Une mère serra sa fille contre elle, lui recommandant de ne jamais s'éloigner de la maison. La peur était toujours présente, mais la conviction que la famille n'était pas impliquée apportait un léger apaisement. Les gendarmes refermèrent leur carnet ce soir-là, le visage sérieux. Ils savaient que leur travail n'était pas terminé. Mais pour l'instant,
l'enquête ne se concentrait plus sur la famille. Ils commencèrent à envisager d'autres possibilités, comme la présence d'un étranger dans le village. Chez elle, Martine regardait fixement la photo de ses petits-fils accrochés au mur. Elle la prit avec des mains tremblantes et la serra contre elle. Ses larmes coulaient sans cesse. Elle murmurait qu'elle voulait seulement voir ses petits-fils grandir. Ses paroles étaient si sincères que quiconque les aurait entendues aurait eu pitié. Julien s'assit à côté d'elle, essayant de la réconforter. Il lui dit qu'il devait être fort, que leurs enfants étaient maintenant en paix auprès de Dieu. Ces mots firent pleurer Amélie à nouveau, mais lui apportèrent aussi un peu de réconfort. La nuit tomba. Le village s'enfonça dans le silence. Les lumières restaient allumées, mais l'atmosphère était toujours morose. Les habitants commençaient à croire que cette tragédie n'était qu'un malheureux accident. Mais ils ne savaient pas que derrière les larmes et les lamentations, quelque chose de terrible restait caché, attendant d'être révélé. 2 jours après l'enterrement, Valmont-sur-Orne était encore sous le choc. Les fleurs sur les tombes de Léo et Hugo n'avaient pas encore fané, et déjà, de nombreux villageois venaient s'y recueillir. Amélie et Julien s'y rendaient chaque matin, priant et pleurant au-dessus des monticules de terre fraîche. Mais le 3e jour, une nouvelle choquante arriva d'Argentan. Le rapport de l'autopsie, réalisé par l'Institut médico-légal, était terminé. Une enveloppe scellée fut apportée à la gendarmerie. Tous les officiers attendaient, tendus. Ils savaient que le contenu de cette enveloppe déterminerait la suite de l'enquête. Lorsque le sceau fut brisé, un silence total s'installa. Le chef de la brigade lut le rapport à voix basse mais distincte. Léo et Hugo n'étaient pas morts par noyade. Il n'y avait aucun signe d'asphyxie par l'eau. En revanche, leur corps contenait une dose élevée de poison. Un raticide. L'atmosphère dans la pièce devint glaciale. Un jeune gendarme soupira lourdement, tandis que les autres baissaient la tête. Ils comprirent que cette affaire n'était plus un accident, mais un crime délibéré. La nouvelle se répandit rapidement dans le village. Les habitants furent stupéfaits. Une femme laissa tomber le seau d'eau qu'elle portait. Un homme se cacha le visage dans les mains. Personne ne pouvait croire que 2 jeunes enfants aient pu être empoisonnés. Chez lui, Julien apprit la nouvelle par un gendarme. Il devint blême, ses mains se mirent à trembler. Il regarda sa femme d'un air absent. Amélie s'effondra, pleurant et criant qu'il était impossible que ses enfants aient été assassinés. Ces cris fendirent le cœur de tous ceux qui l'entendaient. Monsieur Lambert se rendit à leur domicile ce soir-là. D'une voix grave, il déclara que c'était la plus dure épreuve que le village ait jamais connue. Il rappela que la vérité devait être trouvée, car la justice ne pouvait être bafouée. Ces paroles rendirent la foule rassemblée encore plus silencieuse. La gendarmerie changea immédiatement d'orientation. Il ne se concentrait plus sur la noyade. Il cherchait maintenant qui aurait pu donner du poison à Léo et Hugo. Le poison n'avait pas pu être ingéré par hasard. Quelqu'un l'avait délibérément administré, probablement dans leur nourriture ou leur boisson. Une question cruciale se posa, qui était assez proche pour que les enfants ne se méfient pas. Léo et Hugo étaient des enfants obéissants. Ils n'auraient pas accepté de nourriture d'un étranger. Les soupçons se tournèrent donc vers le cercle familial, vers les personnes qui passaient leur journée avec eux. Les chuchotements parmi les villageois reprirent de plus belle. Certains pensaient toujours à un étranger. D'autres osaient à peine murmurer que le coupable était peut-être quelqu'un que les enfants connaissaient bien. Mais personne n'osait prononcer de nom, l'accusation étant trop grave. Amélie restait assise dans son salon, le regard vide, serrant une photo de ses fils. Elle chuchota qu'elle voulait savoir qui avait pu faire une chose pareille. Julien la prit dans ses bras. Bien que son propre cœur soit brisé, il se sentait coupable de ne pas avoir su protéger sa famille. Ce soir-là, les prières à l'église reprirent. Mais cette fois, elles n'étaient pas seulement pour le repos de Léo et Hugo. Les gens priaient pour que la vérité éclate. À la gendarmerie, les enquêteurs se réunirent autour d'une grande table. Une carte de Valmont-sur-Orne était étalée. Les noms de toutes les personnes en contact avec Léo et Hugo furent notés. Le chef de l'équipe déclara que le coupable était non seulement cruel, mais aussi rusé, ayant tenté de maquiller son crime en noyade. Ces paroles firent frissonner tous les présents. Le secret du rapport médico-légal avait levé un nouveau voile. Le village, qui croyait à un accident, devait maintenant faire face à une réalité bien plus sombre. Une main humaine avait arraché la vie à 2 enfants innocents. Les questions qui flottaient dans l'air devinrent suffocantes. Qui? Pourquoi? Et jusqu'à quand la vérité resterait-elle cachée? Le rapport médico-légal avait complètement changé la donne.
L'idée d'une chute accidentelle dans le canal laissait place à la certitude d'un acte délibéré. Le poison n'entre pas dans le corps d'un enfant par hasard. Il faut que quelqu'un le lui donne, et cette personne devait être suffisamment proche pour que Léo et Hugo l'acceptent sans se méfier. Le capitaine de gendarmerie réunit ses hommes à la mairie. Sur un grand tableau, ils notèrent tous les noms liés à la famille Dubois, traçant un cercle rouge autour des plus proches. Un enquêteur émit l'hypothèse que le coupable se trouvait très probablement au sein même de la maison. Cette nouvelle rendit les villageois encore plus anxieux. Les murmures, autrefois discrets, devinrent plus audibles. Ils se demandaient qui aurait pu commettre un tel acte. Mais personne n'osait nommer quelqu'un, l'accusation étant trop lourde. Julien fut à nouveau convoqué à la gendarmerie. Cette fois, son visage était plus tendu. On l'interrogea sur les habitudes de ses enfants, sur qui leur donnait habituellement à manger et à boire. D'une voix rauque, Julien répondit qu'en dehors de lui et de sa femme, ses enfants étaient le plus souvent avec leur grand-mère, Martine. Mais il s'empressa d'ajouter que sa mère adorait ses petits-fils. Il refusait de croire qu'elle puisse leur faire du mal. Amélie fut également interrogée, les yeux toujours gonflés. Elle déclara que rien d'anormal ne s'était produit ce jour-là. Elle se souvenait seulement leur avoir donné le petit déjeuner avant de partir. Ensuite, c'est sa belle-mère qui s'en occupait. Ses paroles étaient douces, mais pleines de larmes. Elle était elle-même tiraillée entre le respect et un doute qui commençait à naître. Les gendarmes écoutaient calmement. Ils n'accusaient personne directement, mais leurs notes pointaient de plus en plus vers l'intérieur de la maison. Un enquêteur écrivit que seule la famille pouvait faire boire ou manger quelque chose aux enfants sans qu'ils se méfient. Au village, les gens se rassemblaient au café pour discuter de la nouvelle. Un homme dit qu'il avait du mal à y croire, se souvenant de la douceur de Martine envers ses petits-fils. Une femme ajouta qu'elle avait souvent vu leur apporter des gâteaux. Mais d'autres commencèrent à se demander si cette affection n'était qu'une façade. Monsieur Lambert, entendant ces discussions, intervint. Il demanda à tout le monde de ne pas porter d'accusation sans preuve. Il rappela que la vérité finirait par éclater et que le devoir des villageois était de maintenir le calme. Ces paroles firent baisser les yeux à certains, honteux de leurs préjugés. Mais le soir venu, Julien était assis seul sur son perron. Le vent soufflait doucement. Il se souvint des paroles des gendarmes. Le poison ne pouvait être entré dans le corps de ses enfants sans avoir été administré. Son cœur était en tumulte. Il voulait croire sa mère incapable d'un tel acte. Mais il ne pouvait ignorer le fait que, cet après-midi-là, ses enfants n'étaient qu'avec elle. Amélie s'approcha et s'assit à ses côtés. Ils restèrent longtemps en silence. Finalement, Amélie dit à voix basse qu'elle ne savait plus qui croire. Elle aimait son mari, respectait sa belle-mère, mais la douleur de la perte la remplissait de questions. Julien lui prit la main. Il lui dit que, quoi qu'il arrive, ils devaient rester unis. À la gendarmerie, les enquêteurs continuaient de rassembler des informations. Ils commencèrent à chercher qui avait acheté du raticide au marché. Ils interrogèrent plusieurs commerçants, mais les réponses restaient vagues. Les villageois étaient de plus en plus inquiets. Ils fermaient leurs portes plus tôt, gardant leurs enfants à l'intérieur. La peur grandissait. Car si le coupable était vraiment un membre de la famille, la vérité serait bien plus sombre qu'ils ne l'imaginaient. Ce soir-là, l'église fut à nouveau remplie pour la prière. Mais cette fois, on priait aussi pour le courage, pour que la vérité soit révélée. Julien regarda le ciel, les larmes aux yeux. Il se murmura qu'il était prêt à tout entendre, même le pire, pour découvrir qui avait tué ses enfants. Il savait que le chemin serait long et douloureux. L'ombre ne venait plus de l'extérieur du village. Elle était à l'intérieur de la maison, enveloppant une famille détruite par la perte. Et c'est là que l'enquête entra dans sa phase la plus sombre. Le 4e jour après l'enterrement, Julien fut de nouveau convoqué à la gendarmerie. Le visage fatigué, le regard vide, il s'assit face à l'enquêteur. Cette fois, les questions étaient plus personnelles, portant non seulement sur le jour du drame, mais aussi sur la vie quotidienne au sein de sa famille. D'une voix basse, Julien commença à raconter. Il avoua que son foyer n'était pas toujours paisible. Les relations entre sa femme, Amélie, et sa mère, Martine, étaient souvent tendues. Il baissa la tête, peinant à l'admettre, mais la vérité ne pouvait plus être cachée. Selon Julien, Martine se plaignait souvent que sa belle-fille ne s'occupait pas bien de la maison. Elle la trouvait dépensière, peu soigneuse et irrespectueuse envers ses aînés. Chaque soir, en rentrant du travail, Julien devait écouter les récriminations de sa mère. De son côté, Amélie sentait qu'elle faisait de son mieux. Elle travaillait à l'usine du matin au soir pour aider financièrement la famille et ne se sentait jamais appréciée.
Les paroles de sa belle-mère étaient pour elle des critiques constantes plutôt qu'un soutien. Elle ravalait souvent ses larmes dans la cuisine en entendant les commentaires acerbes de Martine. Julien était pris entre deux feux. Il aimait sa femme, mais respectait sa mère. Il tentait de calmer les esprits, mais échouait la plupart du temps. Les disputes étaient parfois si fortes que les voisins les entendaient. L'enquêteur notait tout avec soin. Il commençait à entrevoir un mobile possible, mais ne tirait aucune conclusion hâtive. Il savait que de nombreuses familles connaissaient des tensions entre belle-mère et belle-fille. Mais dans ce cas, cette tension pouvait être la clé du mystère. Chez elle, Amélie pleurait en racontant la même histoire. Elle se sentait oppressée au quotidien, constamment surveillée et critiquée. Elle avoua se sentir souvent seule, même entourée. Ses paroles étaient entrecoupées de sanglots. Plusieurs voisins furent également appelés à témoigner. Une femme confirma avoir souvent entendu des disputes chez les Dubois. Ce n'était pas nouveau, cela durait depuis des années. Mais les gens considéraient cela comme une chose banale. Monsieur Lambert soupira lourdement lorsqu'on l'interrogea. Il raconta avoir tenté de les conseiller, de leur demander de se respecter mutuellement. Mais ces conseils n'avaient pas eu beaucoup d'effet. La tension persistait, et tout le village le savait, même si personne n'osait s'en mêler. Ces témoignages confirmèrent aux enquêteurs que le conflit familial était profond. Peut-être que quelqu'un avait accumulé trop de ressentiments. Et lorsque les émotions avaient atteint leur paroxysme, le poison était devenu une arme de vengeance. Julien était anéanti. Il pleurait dans le bureau de l'enquêteur, disant qu'il n'aurait jamais imaginé que des problèmes familiaux puissent conduire à la mort de ses enfants. Il ne voulait pas croire que sa propre mère puisse être si cruelle. Mais les faits étaient là. Ce soir-là, Julien rentra chez lui, abattu. Il s'assit sur le perron avec Amélie. Ils restèrent longtemps en silence. Finalement, Amélie murmura qu'elle avait souvent voulu partir, mais qu'elle était restée pour les enfants. Maintenant qu'il n'était plus là, sa douleur était encore plus profonde. Julien lui prit la main, lui disant qu'il devait être prêt à affronter la vérité, aussi amère soit-elle. Au loin, les prières de l'église résonnaient. Les gens priaient toujours pour que la vérité éclate. Mais beaucoup commençaient à croire que le secret ne venait pas de l'extérieur. Il était au cœur de la famille Dubois, caché derrière la relation brisée entre une mère et sa belle-fille. Après avoir pris connaissance du conflit familial, les gendarmes comprirent qu'ils avaient besoin de preuves plus solides. Les témoignages pouvaient être influencés par les émotions, mais une preuve matérielle serait irréfutable. Ils décidèrent donc de rechercher toutes les caméras de vidéosurveillance du village. La tâche n'était pas simple. Valmont-sur-Orne était un village modeste. Peu de maisons étaient équipées de caméras. Mais les gendarmes persévérèrent, convaincus que seule la technologie pourrait révéler la vérité. Ils firent du porte-à-porte, expliquant poliment leur démarche et demandant l'autorisation de visionner les enregistrements. Certains habitants acceptèrent immédiatement, d'autres hésitèrent, craignant d'être dérangés. Monsieur Lambert accompagna les gendarmes. Sa présence, respectée de tous, rassura les villageois. Il expliqua que c'était pour rendre justice à Léo et Hugo. Ces paroles convainquirent les plus réticents. Les enregistrements commencèrent à affluer. Certains ne montraient qu'un poulailler, d'autres une rue où jouaient des enfants. Beaucoup étaient de mauvaise qualité. Les gendarmes passèrent des heures à tout visionner, les yeux fatigués mais l'esprit déterminé. Un jeune gendarme insista pour ne rien laisser passer, revisionnant les bandes plusieurs fois. Julien venait parfois assister au visionnage, le cœur battant à chaque image. Il espérait et craignait à la fois la vérité. Amélie restait à ses côtés, lui tenant la main. Il savait que ces enregistrements pouvaient tout changer. Les jours passèrent, des dizaines d'heures de vidéos furent examinées. Au début, cela semblait vain. Mais les gendarmes ne se découragèrent pas. Ils croyaient que la caméra ne mentait jamais. Ils continuèrent leurs recherches, agrandissant les images floues, notant les heures avec précision. Monsieur Lambert restait souvent avec eux, leur disant que la vérité est difficile à trouver, mais que Dieu ne laisse pas le mal se cacher éternellement. Finalement, après des jours de visionnage, un gendarme arrêta une vidéo. Il zooma sur l'image. On y voyait une vieille femme tenant la main de deux jeunes enfants. L'heure affichée était 15 heures, le jour de la tragédie. Un silence s'installa dans la pièce. Tous les regards étaient fixés sur l'écran. Bien que l'image soit un peu floue, la silhouette était très reconnaissable. C'était Martine. Les secondes suivantes la montrèrent marchant avec Léo et Hugo en direction du canal. La caméra ne pouvait les suivre plus loin, cachée par les arbres. 20 minutes plus tard, Martine réapparut, seule.
Son visage était calme, sa démarche lente. Comme si de rien n'était. Les gendarmes se regardèrent. Julien, qui regardait l'écran, se figea. Son corps se mit à trembler. Amélie porta la main à sa bouche, ses larmes se remirent à couler. Aucun mot ne pouvait être prononcé. Monsieur Lambert, le visage blême, soupira profondément et dit que c'était la réponse qu'il cherchait. Sa voix était pleine de tristesse. Cette nuit-là, l'atmosphère du village devint encore plus lourde. La vérité commençait à se révéler, et elle était bien plus amère que tout ce qu'on aurait pu imaginer. Lorsque la vidéo fut projetée à plusieurs reprises, la tension dans la pièce devint palpable. Seul le bourdonnement d'un vieux ventilateur se faisait entendre. Tous fixaient l'écran, incrédules. La silhouette de la vieille femme était nette. Sa démarche, son foulard, sa corpulence. Tout correspondait à Martine. Julien était assis, rigide, les poings serrés, le visage livide. Il ne pouvait regarder personne. Son cœur était un champ de bataille entre l'amour d'un fils pour sa mère et la douleur d'un père pour ses enfants perdus. Amélie, à ses côtés, cachait son visage dans ses mains, son corps secoué de sanglots. Un enquêteur repassa la séquence en boucle. On y voyait clairement Martine tenant la main de Léo et Hugo, se dirigeant vers le canal. Puis, plus rien pendant 20 minutes. Ensuite, Martine revenait, seule. Sa démarche était lente, son visage impassible, sans aucun signe de panique. Un jeune gendarme murmura que c'était la preuve la plus importante qu'ils aient trouvée. Irrefutable. Son supérieur hocha la tête, le visage grave. L'enquête avait pris un tournant décisif. La nouvelle de l'enregistrement se répandit comme une traînée de poudre dans le village. Cette nuit-là, les chuchotements se firent entendre dans chaque maison. Certains étaient sous le choc, d'autres pleuraient d'incrédulité. Comment une grand-mère si aimante pouvait-elle apparaître dans une telle vidéo? Monsieur Lambert fut appelé pour voir l'enregistrement. Les yeux tremblants, il fixa l'écran. Après quelques secondes, il ferma les yeux et soupira. D'une voix rauque, il dit que la vérité est souvent douloureuse, mais que le village devait l'accepter. Julien se leva et sortit. Il ne pouvait plus supporter de voir ces images. Dehors, il leva les yeux vers le ciel nocturne. Ses larmes coulaient en silence. Son cœur était en miettes. Amélie resta à l'intérieur, fixant l'écran vide après l'arrêt de la vidéo. Elle voulait crier, demander pourquoi. Mais seuls les sanglots sortaient de sa bouche. Un enquêteur lui tendit un verre d'eau, mais elle secoua la tête, incapable de boire. L'atmosphère dans le village devint presque insoutenable. Les habitants, qui avaient tenté de se rassurer, devaient maintenant faire face à une réalité cruelle. Ils commencèrent à se remémorer de petits détails, des regards, des paroles. Certains dirent que le doux sourire de Martine n'était peut-être qu'un masque. D'autres pleuraient, se sentant trahis par une personne en qui ils avaient confiance. À la maison, la photo de Léo et Hugo était toujours accrochée. Amélie s'assit devant, caressant le visage de ses enfants sur le papier. Julien se tenait derrière elle, silencieux. Ils savaient tous les deux que leur famille ne serait plus jamais la même. Les gendarmes préparèrent la suite. Ils savaient que l'enregistrement seul ne suffirait peut-être pas à obtenir des aveux, mais c'était la clé. Ils décidèrent de convoquer à nouveau Martine. Monsieur Lambert rentra chez lui ce soir-là, le cœur lourd. Il se dit que Valmont-sur-Orne resterait dans les mémoires non pas pour ses récoltes, mais pour la tragédie qui avait frappé 2 enfants innocents. Ses yeux étaient humides lorsqu'il pria pour que toute la vérité éclate. La vidéo avait parlé, révélant ce que les larmes avaient caché. Le chemin vers les aveux commençait, un chemin douloureux pour tous. Quelques jours après la découverte de l'enregistrement, Martine fut de nouveau convoquée à la gendarmerie. La vieille femme arriva, le palan, vêtue d'un foulard terne. Ses yeux étaient rouges, comme si elle n'avait pas dormi. Dans le bureau de l'enquêteur, le silence était total. On lui offrit une chaise. Au début, personne ne parla. On la laissa s'asseoir, le temps qu'elle se calme. D'une voix rauque, elle commença à clamer son innocence, répétant qu'elle aimait ses petits-fils plus que tout. Puis, l'enquêteur alluma un ordinateur portable. L'écran s'illumina, affichant la vidéo qui avait secoué le village. Il lança la lecture. Les images montraient Martine partant avec Léo et Hugo, puis revenant seule. La vieille femme fixa l'écran, les yeux écarquillés. Sa main se mit à trembler violemment. Son visage devint cireux, ses lèvres bougeaient, mais aucun son ne sortait. Ses larmes se remirent à couler, mais cette fois, ce n'était pas seulement de la tristesse, mais aussi la peur d'être démasquée.
L'enquêteur lui dit calmement que cet enregistrement était une preuve irréfutable. Il ajouta qu'il valait mieux dire la vérité maintenant. Martine tenta de se défendre, disant qu'elle s'était seulement promenée avec ses petits-fils. Mais lorsque l'enquêteur lui fit remarquer la différence de son attitude entre l'aller et le retour, ses paroles s'éteignirent. Julien, présent dans la pièce, baissa la tête, ses épaules secouées de sanglots. Il ne pouvait pas regarder sa mère. Amélie, assise dans un coin, se couvrit la bouche pour ne pas crier. C'était le moment le plus dévastateur pour elle. Après quelques minutes de silence, Martine posa son mouchoir sur la table. D'une voix à peine audible, elle dit qu'elle ne pouvait plus supporter ce poids. En bégayant, elle avoua la haine qu'elle nourrissait depuis des années envers sa belle-fille. Une haine qui avait fini par l'aveugler, étouffant même son amour pour ses petits-fils. Un silence encore plus lourd s'abattit sur la pièce. Seuls les sanglots de Julien et Amélie se faisaient entendre. Martine continua, racontant comment, ce jour-là, elle avait mélangé du raticide dans une boisson sucrée et l'avait donné à Léo et Hugo. Lorsqu'ils s'étaient affaiblis, elle les avait portés jusqu'au canal pour maquiller son crime en noyade. Ces paroles glacèrent le sang de tous les présents. Même les enquêteurs les plus aguerris étaient secoués. Julien cacha son visage dans ses mains, ses sanglots emplissant la pièce. Il n'aurait jamais imaginé sa propre mère capable d'une telle atrocité. Les aveux étaient là. Il n'y avait plus de place pour le doute. La vidéo et les mots de Martine avaient mis un terme à toutes les autres hypothèses. La vérité, aussi amère soit-elle, était maintenant sur la table, claire et implacable. Ce soir-là, la nouvelle des aveux de Martine se répandit dans le village. Les gens pleuraient, certains de colère, d'autres de tristesse. Ils se sentaient trahis par celle qu'ils avaient respectée. Valmont-sur-Orne ne serait plus jamais le même. Ce matin-là, Valmont-sur-Orne fut à nouveau secoué. La gendarmerie annonça qu'une reconstitution des faits aurait lieu au canal. Le but était de vérifier la cohérence des aveux de Martine. La nouvelle se répandit rapidement, et les villageois affluèrent dès l'aube, désireux de voir de leurs propres yeux comment la tragédie s'était déroulée. Un nouveau périmètre de sécurité fut établi. Les gendarmes contenaient la foule, mais la tension était palpable. Beaucoup avaient encore du mal à croire qu'une grand-mère ait pu commettre un acte aussi monstrueux envers ses propres petits-fils. Martine fut amenée, les mains tremblantes. Le visage blême, elle gardait la tête baissée, évitant les regards accusateurs des villageois. Un enquêteur lui demanda de reproduire ses gestes. D'une voix faible, il lui donna des instructions. Martine prit un gobelet en plastique, versa de l'eau, puis fit semblant d'y ajouter de la poudre. Les témoins commencèrent à pleurer. Certains se cachèrent le visage, incapables de regarder. Ensuite, elle fit semblant de donner la boisson à deux poupées représentant Léo et Hugo, imitant la voix douce qu'elle avait utilisée pour les convaincre. Beaucoup furent saisis d'horreur en réalisant que derrière cette douceur se cachait une intention mortelle. Puis, lentement, elle porta les poupées, l'une après l'autre, jusqu'au canal. Elle descendit la berge glissante et les déposa dans l'eau trouble. Des cris s'élevèrent de la foule. Une femme s'effondra en pleurant. Julien se tenait à l'écart, le visage figé, les yeux rouges. Amélie s'accrochait à son bras, tremblante. Il ne pouvait s'approcher davantage. Revoir cette scène était comme rouvrir une plaie à vif. Monsieur Lambert, au premier rang, baissa la tête, ses larmes tombant sur le sol. Il murmura que c'était la preuve de la noirceur que la rancœur pouvait engendrer dans un cœur humain. L'atmosphère devint électrique. Des jeunes crièrent leur colère. Les gendarmes durent calmer la foule pour que la reconstitution puisse se terminer. Après que tous les gestes eurent été reproduits, un silence s'installa. Seul le vent soufflait dans les bambous. Martine s'assit sur une chaise, le regard vide, épuisé. Les gendarmes annoncèrent la fin de la reconstitution et demandèrent à la foule de se disperser. Mais beaucoup restèrent, fixant Martine avec un mélange de colère et de déception. Lorsque la voiture de la gendarmerie l'emmena, des pleurs se faisaient encore entendre. Des enfants demandaient à leurs parents pourquoi la grand-mère était si méchante. Les mères ne savaient que répondre, serrant leurs enfants contre elles. Ce soir-là, Valmont-sur-Orne sombra à nouveau dans la tristesse. Les gens se réunirent à l'église pour prier, non seulement pour Léo et Hugo, mais aussi pour que leur propre cœur trouve la force d'affronter cette terrible réalité. La reconstitution avait lié toutes les pièces du puzzle. Il n'y avait plus de place pour le doute. Tout le monde savait maintenant comment deux enfants innocents avaient perdu la vie. Le village, autrefois paisible, était à jamais hanté par une tragédie née de la haine au sein d'une même maison. Le jour du procès arriva enfin. Le ciel était gris,
une pluie fine tombait sur Indramayu. Les habitants de Valmont-sur-Orne s'étaient déplacés en nombre, remplissant la salle d'audience du tribunal. Tous les regards étaient tournés vers le box des accusés, où était assise Martine. Le corps frêle, le regard fuyant, elle semblait avoir vieilli de plusieurs années. De l'autre côté, Julien et Amélie étaient assis, les traits tirés par la fatigue et le chagrin. Ils étaient là non seulement en tant que parents endeuillés, mais aussi en tant que témoins exigeant la justice. Lorsque le président du tribunal entra, un silence solennel s'installa. Le procureur commença son réquisitoire. D'une voix forte, il décrivit en détail la préméditation de Martine, l'achat du raticide, le mélange dans la boisson, la mise en scène de la noyade. Chaque mot était comme un couteau dans le cœur de Julien et Amélie. Julien baissa la tête, ses larmes tombant sur le sol. L'avocat de la défense plaida les circonstances atténuantes, évoquant l'âge avancé de sa cliente, sa santé fragile et ses aveux. Mais ses arguments semblaient faibles face à l'horreur du crime. Lorsque Martine prit la parole, sa voix était à peine audible. Elle dit qu'elle regrettait, que son cœur avait été envahi par la colère et la rancœur envers sa belle-fille. Elle avoua que sa haine l'avait aveuglée au point de s'en prendre à ses propres petits-fils. Ses larmes coulaient, mais elles ne suscitaient aucune pitié. La blessure qu'elle avait infligée était trop profonde. Après une courte délibération, le tribunal revint. D'une voix solennelle, le président rendit le verdict. La cour reconnut Martine coupable d'assassinat avec préméditation, un acte d'une cruauté exceptionnelle. Le verdict tomba, la réclusion criminelle à perpétuité. Un murmure parcourut la salle. Certains pleuraient, d'autres baissaient la tête en silence. Julien s'effondra sur son siège, secoué de sanglots. Amélie le serra dans ses bras, leurs larmes se mêlant. La justice était rendue, mais leur perte restait immense. Martine, le regard vide, fut emmenée par les gendarmes. Les villageois la regardèrent partir, un mélange de colère et de tristesse sur leurs visages. Après le procès, les habitants de Valmont-sur-Orne rentrèrent chez eux, le cœur lourd. Ce soir-là, à l'église, les prières résonnèrent à nouveau. Non seulement pour Léo et Hugo, mais aussi pour que la haine ne consume plus jamais une autre famille. Monsieur Lambert s'adressa aux villageois, sa voix empreinte d'émotion. Il dit que cette tragédie devait servir de leçon à tous. Une dispute familiale, si elle n'est pas apaisée, peut devenir un incendie qui dévore tout sur son passage. Amélie regarda la photo de ses enfants, accrochée au mur. Ses larmes coulaient, mais au fond de son cœur, une lueur de paix commençait à poindre. La justice avait été faite. Julien, à ses côtés, lui tenait la main. Il savait que la blessure ne se refermerait jamais complètement, mais que la vie devait continuer. Cette tragédie laissa une leçon profonde à tout le village. L'amour familial est le plus grand des trésors, mais s'il est empoisonné par la jalousie et la rancœur, il peut devenir le plus mortel des venins. Les enfants sont un don précieux, pas les victimes des conflits des adultes. Et ce soir-là, alors que la dernière prière s'achevait, les habitants de Valmont